Bonjour à toutes et à tous. Donc, bienvenue à cette conférence débat sur la finance digitale et les nouvelles formes de financement liées au digital. Merci d'être là. Aujourd'hui, on va discuter essentiellement des fintech et aussi des nouvelles formes de financement qui ont émergé à travers la digitalisation. La digitalisation a affecté tous les secteurs de l'industrie, mais aussi, bien sûr, la finance. Et tous les segments de la finance aujourd'hui sont affectés par la digitalisation. Une bonne partie de ces solutions proposées ont été développées par des startups, des fintech. Et l'idée aujourd'hui, c'est d'avoir des témoignages de deux entreprises qui ont développé des solutions digitales, soit parce qu'ils ont des fintech qui offrent des solutions en finance, ou bien ont utilisé de nouvelles formes de financement qui ont émergé avec la digitalisation pour se financer. Dans un deuxième temps, après ma petite présentation de quelques minutes pour introduire le sujet, je laisserai les deux intervenants que je vous présenterai dans un instant de témoigner, de présenter leurs entreprises, qu'est-ce qu'ils font et éventuellement se positionner sur ces thématiques. Et par la suite, on aura un débat. Et dans un temps final, on aura l'occasion de débattre. Donc, moi, j'ai toute une série de questions à vous poser, mais je voudrais aussi donner l'occasion au public de poser des questions. Donc, si vous avez des questions aux intervenants, n'hésitez pas à lever votre main et je prendrai les questions alors. Donc, la thématique se développe sur deux différents sujets. Le premier, c'est les fintech, comme des startups qui ont utilisé des opportunités à travers la digitalisation pour offrir de nouvelles solutions plus agiles et directement en concurrence parfois avec les banques, d'autres moments en collaboration. Ici, vous avez des statistiques juste pour vous montrer comment ce marché a développé ces dernières années. On a fait un recensement des fintech juste en France et on a déjà répertorié plus de 1000 fintech qui existent en France depuis les quelques dernières années. Il y a évidemment quelques sorties déjà, des faillites ou des acquisitions, mais ce sont des entreprises, c'est un secteur qui est très actif et dynamique. Les entreprises dans les fintech sont actives dans différents segments de la finance. Vous avez des gens qui offrent des solutions dans les services de paiement. On en discutera tout à l'heure, notamment avec Origami, qui propose des solutions avec des frais moindres que les banques ou d'autres solutions comme PayPal. D'autres, c'est du crowdfunding, du financement participatif. On a été surpris de voir que 300 plateformes ont été créées en France, juste en France en finance participative. Ces entreprises se localisent généralement dans des clusters. Ici, vous avez un répertoire. Ils sont répertoriés pour la France et on peut voir que 50% des fintech se trouvent à Paris. Quand on prend Paris et plus large, on retrouve 80% des fintech en France, mais il y a d'autres clusters qui se sont développés comme Lyon, Bordeaux, Marseille et vous voyez aussi bien sûr Lille. Les entreprises ont levé énormément de fonds. Il y a beaucoup d'acteurs financiers, des banques, des fonds d'investissement qui sont là pour financer ces startups. Ici, vous avez des statistiques des dernières années, tant en termes de nombre de deals faits que de montants qui ont été levés par les fintech. Vous voyez que seulement au premier semestre de cette année, il y a déjà énormément de fintech qui ont été financés en France. Et non seulement le nombre, mais aussi les tickets minimums ou à moyens qui ont été levés par les startups fintech est énorme. Aujourd'hui, en moyenne, ils lèvent 6 millions d'euros. Donc, il y a des acteurs qui sont là pour les financer. Évidemment, les acteurs traditionnels comme les banques ne sont pas inactives. On a vu ces derniers temps les banques créer de nouveaux postes tels que le Chief Digital Officer. Et dans les statistiques qu'on a fait sur base des plus grandes banques au Canada, en France, en Angleterre et en Allemagne, on a vu qu'un quart de ces banques aujourd'hui ont un Chief Digital Officer.
Beaucoup de ceux-là sont également actifs à collaborer avec les fintechs. Il y a énormément d'opportunités pour les fintechs et le gros de ces collaborations sont dans le développement de produits joints et beaucoup moins dans l'acquisition de ces fintechs. L'autre partie de la discussion importante qu'on aura tout à l'heure en débat, c'est les nouvelles formes de financement. Et je pense notamment à deux formes très spécifiques. Vous avez d'un côté le crowdfunding, le financement participatif qui a émergé avec la digitalisation. C'est une forme de financement qui existait déjà avant. Certains le savent, la Statue de la Liberté a été crowdfundée. Mais ici, le crowdfunding aujourd'hui, c'est celui qui est à travers le digital, à travers Internet, et qui a permis à des entreprises à lever des petites sommes d'argent même par la foule. Et c'est vraiment la digitalisation qui a permis l'essor de ce type de financement pour les startups, notamment ceux qui travaillent dans l'Internet, mais autres aussi. Il y a différents types de crowdfunding. Vous les connaissez certainement. Il y a évidemment la partie reward où vous pouvez faire du préachat. La foule préachète votre produit sur Internet et ça vous permet comme start-up de lever des fonds au lieu d'aller à la banque. Et vous avez des plateformes comme KissKissBankBank, Ulule et ainsi de suite qui se sont développées pour permettre le financement des start-up. Vous avez des plateformes en prêt, vous avez des plateformes en equity qui se sont développées et plus récemment en immobilier également. Le equity, ça veut dire que vous vendez des titres financiers directement sur Internet et de plus en plus d'entreprises l'ont fait et ont levé jusqu'à parfois 1 million en Allemagne, jusqu'à 3, 4, 5, 6, 7 millions d'euros pour financer leur développement. Plus récemment, dans un deuxième temps, à travers la blockchain et les crypto-monnaies, notamment Bitcoin, de nouvelles crypto-monnaies ont émergé. Aujourd'hui, il y a dans le monde entre 1500 et 2000 crypto-monnaies qui existent. Ce sont des tokens, donc des jetons qui sont émis par une entreprise, et on aura l'occasion avec Origami d'en parler, qui lèvent des fonds assez importants à travers des émissions de tokens, de jetons, qui leur permet de financer leur développement et à travers ça, également laisser les utilisateurs utiliser ces jetons sur leur plateforme pour acheter des services, mais aussi pour les faire participer dans l'entreprise. En France, il y a eu à peu près 51 levées de fonds à partir de crypto-monnaies. Pas tous sont terminés. Il y en a 16 à peu près cet été qui avaient terminé. Et d'autres sont sur les starting blocks pour lancer leur émission de tokens. Voilà, c'est pour tout ça pour présenter les deux sujets qui sont d'un côté les fintechs qui offrent des solutions en finance, de l'autre côté les nouvelles formes de financement telles que crowdfunding et les crypto-monnaies pour n'importe quel type d'entreprise. Pour discuter de ça, nous avons deux intervenants. Nous avons dans un premier temps Clément Francon de Utocat qui développe des solutions, notamment pour enregistrer des titres financiers, mais pas seulement. Je laisserai Clément présenter ce qu'ils font et aussi leurs problématiques en termes de financement. Dans un deuxième temps, il y aura Vincent Pichon de Origami Network qui viendra présenter leur business model, les marketplaces qu'ils développent, pas seulement pour la finance, mais pour tous les secteurs, toutes les entreprises qui souhaitent vendre des produits sur Internet. Et on aura l'occasion de parler de leur propre crypto-monnaie qu'ils ont levée début de l'année et qui a permis à eux de lever plus de 300 000 euros. Voilà, je passe la parole à Clément dans ce cas.
Bonjour à tous, donc je suis Clément Francôme, le fondateur du Tocat. Donc je vais vous présenter quelques éléments de nos activités. Et puis donc avant de faire cela, quelques mots sur ma part. J'ai un parcours grand groupe, je sors de chez Safran. Donc mon dernier poste était responsable de système d'information pour 3 filiales. L'idée c'est que j'ai trouvé que la technologie blockchain valait le coup de passer tout mon temps dessus. Et du coup, j'ai décidé de changer d'activité pour lancer ma propre entreprise dans ce secteur. Au cours de notre parcours depuis 4 années, je vais vous montrer un petit peu où est-ce qu'on en est arrivé. Donc aujourd'hui, notre secteur d'activité, historiquement, est basé uniquement sur la finance, l'assurance et tous les métiers qui tournent autour, comme la banque. Et du coup, je vais vous présenter ce qu'on fait. Donc, l'objectif de notre entreprise, c'est de devenir le Visa des titres non cotés. Donc, concrètement, Visa, c'est un acteur que vous utilisez tous les jours parce qu'il est dans votre poche, vous payez avec, mais jamais vous vous rendez compte qui est Visa, jamais vous parlez à Visa. Donc, l'objectif de notre solution, c'est de rendre un service très utile tous les jours, mais que les individus ne vont pas forcément réaliser que c'est nous qui sommes derrière. On est vraiment un acteur B2B. Donc on regroupe dans notre société plusieurs profils. Ce sont des profils qui sont experts dans les diverses technologies qui nous animent, à savoir donc bien sûr la technologie blockchain qui est au cœur de nos activités, mais aussi tout ce qui est sécurité digitale, sécurité numérique pardon, parcours digital, expérience utilisateur. Chez nous, nous avons recruté des talents, mixons ces diverses expériences pour pouvoir créer nos produits. Donc le message qu'on veut faire passer ici, c'est que la blockchain est très importante dans nos activités, mais il faut qu'elle soit ajoutée à d'autres activités pour créer de la valeur pour nos clients. Quelques éléments de confiance qui nous sont adressés. Donc nous avons remporté quelques concours. Nous sommes certifiés recherche et développement. Nous travaillons avec l'INRIA pour développer des activités à forte valeur ajoutée, mais qui vont prendre du temps. C'est des partenariats de recherche et développement sur plus de 5 ans. Et nous faisons partie de quelques consortiums, par exemple l'Enterprise Ethereum Alliance. L'idée ici, c'est de venir faire converger les standards qui existent dans ce secteur pour que ce soit le plus possible utilisable et réutilisable. Ok. Du coup, nos deux solutions. Donc, Catalysor, c'est notre solution qui permet de gérer des titres non cotés. Donc, qu'est-ce que c'est au quotidien? C'est quand vous voulez investir dans une startup, vous avez de la documentation qui est générée, qui doit être utilisée pour pouvoir investir. Et nous, notre solution va la gérer automatiquement pour vous. Elle va la créer, elle va vous organiser toute la documentation dont vous avez besoin et vous n'aurez plus qu'à signer et puis ça va se faire facilement. Avec notre produit Blockchainize, on a accompagné AXA pour pouvoir développer leur solution qui s'appelle Fidzi. Donc Fidzi, c'est une assurance retard d'avion qui permet aux individus d'être certains que quand leur avion va avoir du retard, ces individus vont être remboursés immédiatement. Donc pas besoin de faire de démarche, l'assurance va fonctionner automatiquement. C'est ce qu'on appelle une assurance paramétrique. Donc ici, c'est une collaboration qu'on a menée avec AXA et nous avons donc co-développé cette solution. Nous fournissons la partie blockchain et AXA apporte la partie métier. Si le clicker veut bien fonctionner. Ok. Donc, l'idée ici, c'est que la blockchain est une technologie très large. Donc, l'objectif pour nous, c'est de la rendre utilisable, accessible, et qu'on puisse l'intégrer dans des services de tous les jours pour qu'elle apporte de la valeur sans qu'on ait à se préoccuper de, mais finalement, qu'est-ce que la blockchain? Donc, ceci est à l'instar de ce qu'est Internet. Internet, on s'en sert tous les jours, mais on n'a pas besoin de se demander qu'est-ce qu'Internet. On s'en sert simplement, le service est là. Et nous, notre idée, c'est que la blockchain puisse être utilisée de la même façon, de façon transparente et utilisable pour tous les acteurs. Donc, avec notre solution, des acteurs de petite taille, comme les startups,
vont pouvoir se financer plus facilement, plus rapidement, puisqu'on va venir organiser ces opérations pour qu'elles soient plus rapides et plus efficaces. Dans notre équipe, aujourd'hui, nous sommes 17. Donc l'aventure fait grossir notre équipe. On était 2 cofondateurs à l'origine, puis on est passé à 3, puis 7, puis 15, puis maintenant 17. L'objectif, enfin nos ambitions font que l'année prochaine, on va vers un objectif à 23 personnes à peu près dans notre équipe. Donc qui sont ces personnes qu'on va recruter? Donc ça reste en grande majorité des développeurs, des profils très calés dans notre technologie blockchain, dans les parcours digitaux, dans l'expérience utilisateur, dans la gestion des back-office. Mais aussi, là en ce moment, on a recruté une responsable communication, on recrute en ce moment même un responsable marketing. Donc on commence à, si vous voulez, à structurer notre organisation pour venir adresser tous les sujets que nos clients nous exigent aujourd'hui. Voilà pour ces quelques secondes de présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci. Bonjour à tout le monde. Alors moi aujourd'hui je suis là pour vous parler de notre ICO, faire un retour d'expérience sur notre ICO. Donc avant de commencer, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais plus recentrer en fait notre société, vous présenter pour que vous compreniez un petit peu pourquoi on s'est lancé dans une ICO, pourquoi ce système de financement et pas un autre. Donc nous à l'origine en fait on a créé une société qui s'appelle Origami Marketplace. Donc Origami Marketplace en fait c'est une solution SaaS pour créer des places de marché. C'est-à-dire qu'en fait nous fournissons le logiciel aux entreprises pour pouvoir créer une place de marché. Donc une place de marché en fait le grand pilier, le grand fondement d'une place de marché c'est en fait un e-commerce où vous pouvez retrouver plusieurs vendeurs. À la grande différence d'un e-commerce classique ou d'un site de vente classique, sur une place de marché, vous avez plusieurs vendeurs. Donc ceci entraîne en fait plusieurs problématiques. Par exemple, au niveau de la gestion des avis, parce que les avis en fait sont vraiment le nerf de la guerre sur une marketplace. C'est-à-dire que par exemple, sur Amazon, sur Airbnb, sur Uber, on va choisir nos vendeurs, on va choisir nos prestataires en fonction des avis. C'est primordial. La marketplace a vraiment 2 grandes utilisations. C'est réunir une offre assez grande sur une même plateforme, réunir plusieurs vendeurs, et aussi servir de tiers de confiance pour les clients, entre les clients et les vendeurs. Donc nous avons créé cette solution, Origami Marketplace, qui est développée chez plusieurs de nos clients, qui sert de solution de vente, de gestion de catalogue, de gestion de flux financiers chez nos différents clients. Et nous sommes vite rendus compte qu'il manquait une brique essentielle à cette marketplace. C'était une vraie gestion d'avis clients, multi-vendeurs et vraiment fiable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur le marché, on a plusieurs solutions d'avis clients. Je suppose que vous en connaissez pas mal. Hein. Il y a Viverifier, il y a Trustpilot, je pense qu'on en a quelques-uns aujourd'hui sur le salon. C'est des solutions qui sont très très bien, qui permettent d'avoir un tiers de confiance, ça c'est très bien. Par contre, qui ne sont pas compatibles avec des solutions avec en fait intermédiaires comme la nôtre. C'est-à-dire que nous, quand un client passe une commande, il va noter la marketplace, son expérience de vente, mais il va surtout noter les vendeurs de sa vente. Clairement, quand on passe une commande sur Amazon, on va noter avant tout la livraison, on va noter avant tout le vendeur vraiment qui a expédié le colis, qui l'a envoyé. Voilà. Donc en fait, il nous manquait cette brique essentielle, cette brique d'avis. Et comme nous sommes très intéressés par la technologie de la blockchain depuis quelques années, nous nous sommes dit c'est quelque chose qui peut répondre parfaitement à ce cas d'utilisation. C'est-à-dire qu'en fait la blockchain, pour faire simple, on en entend beaucoup parler, mais pour faire simple, la blockchain c'est un registre, c'est un livre, une base de données dans laquelle on peut écrire, mais on ne peut pas, dans laquelle on peut écrire, on peut lire, mais on ne peut pas modifier les données. Et toutes les données écrites dans cette chaîne, dans ce livre, dans ce registre, on ne peut plus les modifier et par contre on peut les lire depuis le début.
Typiquement, vous avez un livre, vous écrivez sur une page. Quand cette page est terminée, vous la tournez, vous écrivez sur la suivante. Par contre, vous ne pouvez jamais revenir sur les anciennes pages pour les modifier. Et toute personne qui prend le livre peut voir tout ce qui a été écrit dans ce livre. Donc c'est une très très belle technologie, mais qui ne s'applique pas à tous les cas d'utilisation. On voit beaucoup d'entreprises qui veulent utiliser la blockchain, qui veulent faire des ICO parce que c'est quelque chose qui est à la mode. Au final, peu de cas d'utilisation sont vraiment très appropriés pour utiliser la technologie. Un des cas d'utilisation qui est évident, c'est justement la gestion de la monnaie. Donc avec, comme vous pouvez connaître par exemple le Bitcoin avec l'Ethereum, gérer une monnaie sur la blockchain est vraiment très pertinent. Et un deuxième cas d'utilisation qui est très pertinent, c'est la gestion des avis clients. C'est-à-dire qu'un avis client, quand il est déposé, il doit être certifié, il ne doit plus être modifiable et il doit être consultable tout le temps et partout pour vraiment avoir une véracité de cet avis, pour pas qu'il y ait de modifications derrière, pour pas qu'il y ait d'abus. Et un vendeur doit avoir aussi des avis qui sont inaltérables, voilà, pour vraiment ajouter de la confiance. Donc voilà, nous avons décidé de développer cette brique de review, d'avis vérifiés sur la blockchain pour notre technologie de marketplace, Origami Marketplace. Et ce qui est génial avec la blockchain, c'est qu'on découvre des fonctionnalités annexes, des fonctionnalités supplémentaires, comme par exemple le fait de pouvoir récompenser les utilisateurs qui postent des avis par un token. Donc un token, en fait, c'est un jeton émis sur une blockchain, c'est-à-dire qu'on peut créer une blockchain ou un dérivé d'une blockchain et on peut créer des jetons. Ces jetons, on va les distribuer, on va les vendre pendant l'ICO, je reviendrai dessus après pour parler de l'ICO, et toutes les personnes qui détiennent des jetons peuvent les utiliser dans le système. C'est-à-dire que dans le cas d'utilisation, les vendeurs des marketplaces peuvent avoir des jetons et les distribuer aux clients lorsque ces clients postent des avis. Comme je disais tout à l'heure, les avis sur une marketplace sont vraiment le nerf de la guerre. Il faut considérer ça comme une dépense marketing. Avoir de nombreux et de bons avis sur une marketplace est vraiment significatif pour la conversion. Clairement, un très très bon vendeur qui a peu d'avis va très peu convertir. L'inverse est vrai aussi. Un vendeur moyen mais qui arrive à avoir des très très bons avis, lui va convertir énormément. Donc c'est vraiment une dépense qu'il faut voir comme marketing. Et c'est pour ça que du coup on a décidé de lancer notre ICO pour financer le développement de ce produit et pour offrir la possibilité aux vendeurs d'acheter, on va dire, en avant-première des jetons utilisables ensuite dans notre système pour financer derrière leur collecte d'avis sur nos marketplaces. Donc voilà, donc l'idée, ça c'était pour revenir un petit peu sur la présentation de la société. Pourquoi nous avons utilisé ce système de financement et pas un autre? Tout simplement parce qu'en fait, il était naturel dans notre cas d'utilisation. L'utilisation de la blockchain pour le système d'avis était vraiment naturel et le système de financement aussi, puisqu'on avait ce système de jetons qui était utilisable dans notre système. Donc ensuite vient le moment de l'ICO, de la levée de fonds à proprement parler. Donc là, pour être honnête, on s'est lancé dedans sans y connaître grand-chose. On s'est lancé dedans parce qu'on suivait, on connaissait la blockchain, on savait qu'on avait un projet qui avait du sens, qui rentrait vraiment, on va dire, dans les clous des ICO. C'est-à-dire qu'il y avait une utilisation de la blockchain, qu'il y avait une utilisation des jetons, tout ça dans un contexte réel, donc avec au final une vente de produits avec des avis clients. Donc vraiment, on est dans un contexte réel, dans une utilisation quotidienne. Donc on s'est lancé dans cet ICO, donc forcément on s'est beaucoup renseigné au début sur les aspects juridiques, sur les aspects techniques, comment faire cette vente. Donc voilà, donc l'idée pour revenir un peu sur les différentes étapes d'une ICO, en premier il faut convaincre des investisseurs. Ça c'est le plus important. Et pour convaincre des investisseurs, il faut soit leur promettre un retour de gain, typiquement comme d'autres levées de fonds par des capitaux risques, par des levées de fonds plus classiques, hein, il y a un retour sur investissement. Soit leur promettre un produit, typiquement des crowdfunding. Dans notre cas, le produit, c'est un peu assimilé à du crowdfunding, une ICO. Dans notre cas, le produit, c'est une utilisation du service.
qui est la récompense en fait, de l'investissement early stage dans notre projet. Donc les investisseurs peuvent être monsieur tout le monde, mais sont surtout des personnes qui sont intéressées par les technologies, qui comprennent le sens, qui vont l'utiliser et qui souhaitent et soutenir le projet et investir dans le projet à moindre frais par rapport au coût que cela va coûter quand ce sera réellement live. Donc l'idée, c'est qu'il faut expliquer tout ça. Parmi les, tout à l'heure vous disiez 1700 tokens existants aujourd'hui et les centaines d'ICO qui sont lancés tous les ans, centaines voire milliers d'ICO. Donc il faut se démarquer, il faut expliquer son produit. Donc il faut faire un grand classique qui est rédiger un white paper. Un white paper, en fait, c'est l'explication fonctionnelle et technique de votre projet qui va rentrer dans les détails du pourquoi et du comment. Voilà, pour expliquer aux investisseurs, on va dire les plus avertis, pourquoi ils devraient investir chez vous. Ensuite, on a toute la partie communication, marketing, c'est-à-dire qu'il faut cibler des investisseurs potentiels qui sont intéressés par le projet et qui ont aussi une communauté qui savent relayer les choses simplement à du grand public. Donc ça, c'est une deuxième phase. Et ensuite, quand on a vraiment commencé à créer une communauté intéressante, un engouement, il faut aussi lancer la collecte de fonds. Donc la collecte de fonds sur une blockchain, donc nous pour information on l'a fait sur la blockchain Ethereum pour avoir vraiment des choses qui sont très carrées. C'est-à-dire que sur la blockchain Ethereum, en fait, on peut créer ce qu'on appelle des smart contracts. Smart contract, le nom est pas très bien choisi, c'est plus un nom marketing parce que c'est des contrats qui ne sont pas vraiment intelligents. C'est simplement du code qui est stocké en fait dans la blockchain. C'est-à-dire qu'en fait, vous mettez une suite d'instructions et ensuite vous envoyez ces instructions dans la blockchain pour avoir quelque chose qui ne va pas changer. Tout à l'heure, c'est ce que je disais, hein, une blockchain ne change pas. On peut écrire dedans, mais par contre, tout ce qui est déjà écrit ne va plus changer. Et donc, c'est un petit peu comme si vous écrivez les termes d'un contrat et ensuite vous envoyez ça chez un notaire et voilà, le contrat ne peut plus changer. Là, l'idée, c'est que vous écrivez le contrat, vous l'envoyez dans la blockchain et il ne peut plus changer. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ce contrat? En fait, il y a tout simplement les termes de l'accord entre les investisseurs et nous, c'est-à-dire typiquement, quand vous envoyez tant d'argent, vous recevez tant de jetons qui vous servira ensuite à l'utilisation dans notre service. Avec évidemment les incitations qui sont, si vous en achetez plus, vous recevez un petit peu de pourcentage supplémentaire. Si vous achetez plus tôt, vous allez recevoir aussi un petit peu plus. Voilà, des incitations, on va dire, un peu plus marketing, comme pour une levée de fonds, hein, pour essayer d'aller chercher les premiers investisseurs qui vont ensuite faire boule de neige et pour pouvoir continuer cette levée de fonds. Donc voilà la deuxième grosse étape, troisième grosse étape, c'est la collecte de fonds, qui dure à peu près, on va dire dans notre cas, qui a duré environ un mois. Et ensuite après cette étape, ce n'est pas terminé, c'est très bien, on a collecté des Ethers, sauf qu'avec les Ethers, on ne peut pas acheter grand-chose pour une entreprise. C'est-à-dire qu'on peut acheter des choses sur Internet, par contre on ne peut pas payer de salaire, on ne peut pas payer le matériel pour faire tourner la société, on peut faire beaucoup de choses, mais pas encore faire tourner la société. Donc il faut récupérer cet argent en euros. Pour pouvoir faire fonctionner la société. Et là arrive l'étape des banques. Et donc il faut bien avoir prévu en amont une vérification de tous les investisseurs, de ce qu'on appelle les KYC. Les KYC en fait qui permettent de lutter contre le blanchiment d'argent. Il faut à tout prix que tout l'argent que vous avez récupéré, vous pouvez vérifier, vous pouvez valider en fait sa provenance. C'est-à-dire qu'il faut faire un contrôle d'identité de tous les investisseurs en amont et bloquer leurs investissements si les provenances des fonds sont douteuses ou alors si les pays sont interdits aux ICO ou alors si l'identité n'a pas pu être vérifiée. Donc ensuite, avec les banques, tout simplement, en fait, quand vous allez retirer l'argent, c'est de l'argent qui vient de plateformes d'échange, généralement hébergées aux États-Unis ou à Singapour.
Donc il y a des grosses sommes d'argent qui vont arriver sur le compte de destination, on va dire, inhabituelle. Donc c'est tout à fait possible qu'il y ait ce qu'on appelle un track fin, donc pour lutter contre le blanchiment d'argent qui se déclenche, qui bloque le compte tout simplement. Dans ce cas-là, il faut avoir pris les dispositions en amont avec la banque pour expliquer un petit peu ce qu'on est en train de faire, pour expliquer qu'on a l'identité de tout le monde, qu'on sait d'où les fonds viennent. Et généralement, ce n'est pas un problème. Les banques sont assez compréhensives avec ça. Surtout qu'on est en train d'avoir un cadre juridique en France qui est en train d'évoluer. Donc, on n'a pas encore de vrai cadre juridique. On va dire qu'on a des recommandations de l'AMF, des recommandations du gouvernement avec la loi Pacte. Il y a des choses, donc les banques écoutent, elles comprennent. Donc ça se passe bien si les choses sont faites dans les règles de l'art. Donc voilà, et ensuite forcément, il faut, avec l'argent récolté, on va dire le vrai travail reste à faire, développer le projet, hein, parce qu'à la base, c'était aussi la promesse aux investisseurs, c'est d'avoir un système d'avis sur la blockchain, avec récompense des utilisateurs, et ensuite, voilà, très régulièrement, il faut pouvoir informer sa communauté, ses investisseurs, des différentes avancées du projet, parce qu'il faut savoir que quand on a des investisseurs dans une entreprise, il faut qu'on leur montre un petit peu comment ça se passe. Quand on fait une ICO, on peut avoir 1000, 2000 investisseurs, il faut aussi leur expliquer ce qui se passe. Même si certains ont investi 200 €, d'autres ont investi 20 000 €, il faut quand même... C'est que des investisseurs qui ont mis leur confiance et leur argent dans notre entreprise. Donc, il y a une gestion de communauté qui est très particulière, qui doit être quasi quotidienne, et par contre qui est très enrichissante aussi pour la société, puisque cette communauté partage ses idées, donne ses retours sur le produit, sur les idées, et on peut même avoir des prospects, voire des clients via cette communauté. Voilà donc pourquoi nous avons fait une ICO et comment celle-ci s'est déroulée. Merci Clément, merci Vincent pour ce témoignage. Je propose maintenant de passer aux questions. À nouveau, si le public a des questions, n'hésitez pas à lever votre main. Jean-François, qui est assis là, vous donnera le microphone pour que vous puissiez poser la question. Sinon, je propose dans un premier temps de commencer moi-même avec une question, sauf s'il y en a déjà une dans la salle. Donc, je voudrais revenir d'abord pour Clément et Utocat sur une question plus large. Vous êtes spécialisé sur les entreprises non cotées. Une des solutions, c'est effectivement, une des difficultés, c'est de tenir un registre des titres que les entreprises ont émises. Les entreprises publiques, c'est beaucoup plus simple, ils ont les fonds et ils sont cotés en bourse. Les petites entreprises non cotées, c'est beaucoup plus compliqué. Et pour les petites entreprises, ça peut être très, très, très coûteux. Sans vous demander qu'est-ce que vous travaillez en secret dans vos locaux, je voudrais vous poser une question de savoir, aujourd'hui, l'idée est de mettre sur la blockchain les titres financiers. On peut s'imaginer qu'à terme, on peut mettre toute une série d'autres éléments sur la blockchain de manière à ce que les actionnaires contrôlent ou ont une vue au jour le jour et exactement en temps réel ce qui se passe dans une entreprise. Vous avez des projets, vous voyez l'avenir comment? Une entreprise qui est très transparente vis-à-vis des startups à cause de la blockchain? Donc effectivement, aujourd'hui, dans le cas d'une entreprise qui n'est pas cotée en bourse, il y a assez peu d'éléments qui sont remontés aux actionnaires, à part les éléments que la société veut bien communiquer, et le registre des actionnaires qui est censé être tenu. Aujourd'hui, le registre des actionnaires sur une société non cotée est forcément tenu en papier. C'est une obligation légale, donc sur un carnet que le greffe du tribunal va venir signer pour garantir son authenticité. Sauf qu'on sait tous que le papier n'est pas forcément preuve d'une pérennité dans le temps ou d'une pérennité d'information sur les feuilles de papier, puisque tout type d'incidents peuvent venir altérer ces informations. Donc vous pouvez avoir un incendie qui vient détruire ces documents. Vous savez, vous pouvez frauder ces documents. Il est facile de falsifier en fait des documents papier. Et du coup, nous, on se dit peut-être que
il serait intéressant d'utiliser la nouvelle législation qui est en train de passer en ce moment, qui permet en fait de représenter ces titres financiers. Donc un titre, c'est une action ou c'est un titre de dette, c'est-à-dire vous prêtez de l'argent à l'entreprise et elle vous, en échange d'un document, elle s'engage à vous rembourser cet argent, une dette, quoi, une reconnaissance de dette si vous voulez. Donc on peut avoir des actions ou des reconnaissances de dette et le gouvernement français récemment a fait changer la loi, la DG Trésor pour être précis, a fait changer la loi pour permettre que ces titres-là puissent être matérialisés dans la blockchain. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on va pouvoir, en toute transparence, vérifier que ces titres existent bien, que l'on les possède bien, et il n'y aura plus de risque d'altération de l'information. Donc concrètement, s'il y a un incendie ou si quelqu'un veut accomplir une action malhonnête sur ces titres, il ne pourra plus vraiment le faire grâce à cette technologie blockchain parce qu'on va pouvoir s'assurer et garantir dans le temps que ces titres n'auront pas été modifiés. Donc ça, c'est assez intéressant, c'est que même les entreprises de taille modeste vont pouvoir bénéficier de ces technologies et derrière fournir un service, donc une transparence sur l'information sur l'activité de l'entreprise qui va venir se rapprocher des entreprises cotées. Donc même les petites entreprises auront leur carte à jouer en termes de transparence pour pouvoir rassurer les investisseurs et les attirer pour pouvoir se développer davantage. On a parlé tout à l'heure du crowdfunding et en particulier avec les titres financiers, le equity crowdfunding. Un des grands enjeux du equity crowdfunding pour ceux qui ont acheté des titres sur les plateformes, c'est de revendre les titres à terme et donc de réaliser une plus-value à partir de la vente des titres. C'est l'enjeu, je pense, de beaucoup de ces plateformes, c'est de permettre la sortie des actionnaires qui sont rentrés comme actionnaires au moment où il y a eu des levées de fonds à travers ces plateformes. Est-ce que vous pensez que ceci peut être une solution pour faciliter les sorties ou est-ce que c'est plutôt un registre qui tient, qui permet de voir qui est actionnaire? Est-ce que ça donne une solution pour le exit? Donc la technologie blockchain va venir faciliter les activités qu'on va avoir sur ces titres. Donc ça, c'est sûr, hein, que ce soit en marché, ce qu'on appelle marché primaire, donc le moment où on va émettre ces actions, et le marché secondaire, le moment où on va les vendre à une autre personne. Donc nous, par exemple, on travaille avec BNP, c'est un projet qui est public, donc on peut en parler. Donc il s'appelait FundTrade, maintenant il s'appelle Planet Fund. L'idée de ce projet, c'est de venir, certes, représenter les titres dans la blockchain, mais aussi proposer ces titres à l'achat et à la revente sur une plateforme globale. Donc, à travers cette plateforme, on va pouvoir plus facilement acheter et revendre des titres. Pour BNP, c'est plutôt des titres de fonds d'investissement, mais dans notre cas à nous, avec les accords de partenaires qu'on a avec des plateformes de crowdfunding comme Raisers ou les entrepreneurs, ce sont une des plateformes de crowdfunding qui existent sur le marché. Les investisseurs vont pouvoir plus facilement proposer à la revente des actions, alors qu'aujourd'hui, c'est quand on possède une action d'une start-up, on va devoir attendre peut-être 5, 6, 7 ans avant de sortir, ce qui peut paraître un engagement long, malgré un rendement qui peut être très intéressant. Avec ce type de solution, les investisseurs pourront sortir un peu avant. Donc ça permettra d'éviter de se dire qu'on est bloqué finalement. On va pouvoir amener des possibilités de sortie avant un événement important de la société comme une entrée en bourse, un rachat par un grand groupe ou une consolidation avec deux entreprises. Il y a beaucoup de scénarios qui peuvent arriver. Et ces activités et ces possibilités technologiques apportées par la blockchain vont pouvoir aider les individus à acheter et vendre leurs titres. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Je suis désolé pour le bruit. De notre côté, on entend très peu, étant donné qu'il y a une concurrence entre les différents plateaux et il y a énormément de bruit. Mais à nouveau, s'il y a des questions, n'hésitez pas à lever votre main. Vincent, deux questions. La première, c'est à vous entendre, finalement, c'est un
moyen de lever des fonds qui est très coûteux en termes de temps. Il y a énormément de préparation derrière, mais aussi en termes de frais, parce qu'il y a toute une série d'étapes à réaliser avant de lever des fonds. Donc, pour quel type d'entreprise vous pensez qu'un ICO a vraiment du sens? Et deuxièmement, vous évoquez sur votre page web le fait que les gens qui achètent des tokens chez vous ont la possibilité aussi de participer, d'être des participants actifs dans votre entreprise. Qu'est-ce que vous leur proposez en termes de participation au-delà de juste acheter un service de votre entreprise? Tout à fait. Alors, donc, pour le premier point, en fait, on va avoir, on a des très très grosses ICO, comme vous disiez tout à l'heure, avec une moyenne de 6 millions de dollars par levée. Et on a aussi énormément de petites ICO, c'est-à-dire que 50% des ICO lèvent moins de 100 000 dollars. Sachant que les frais moyens pour lancer son ICO, si on n'a pas les compétences techniques et juridiques en interne, sont entre 200 et 300 000 dollars. Ça, il faut le savoir. Avoir un portail de paiement pour générer les tokens, créer le smart contract, vérifier l'identité, rédiger les conditions de vente, tout ça c'est très très coûteux. Dans cet univers, tout est encore plus coûteux qu'ailleurs. C'est-à-dire que déjà le juridique est très très cher. Dans l'univers de la blockchain, on a très peu d'experts, et donc ces experts sont extrêmement chers. Donc effectivement, lancer son ICO, c'est quelque chose d'extrêmement, qui peut être extrêmement coûteux. Il faut vraiment bien définir ses objectifs en amont. C'est-à-dire que nous, notre objectif, ce n'était pas d'aller chercher 10 millions, 50 millions comme certaines autres ICO. Nous, on est une entreprise qui fonctionnait déjà depuis plusieurs années. On avait l'idée d'un nouveau projet, une nouvelle brique pour notre logiciel. Et il nous fallait des financements, quelques centaines de milliers d'euros pour financer le développement de cette brique. On a les compétences blockchain en interne. On a pu développer tous les utilitaires pour acheter les tokens, pour valider les identités, le smart contract. On a dû s'entourer d'experts quand même en termes de juridique et comptable, hein, évidemment, mais on a réussi quand même à réduire extrêmement les coûts, ce qui fait que notre ICO d'un peu plus de 300 000 euros a été clairement une opération rentable. Quand on n'a pas les compétences en interne, quand on ne connaît pas bien la blockchain, quand il faut s'entourer d'acteurs professionnels, une ICO qui va lever 100, 200 000 euros va forcément être une ICO à perte. Et on a même souvent aujourd'hui un phénomène de levée de fonds pré-ICO. C'est-à-dire que les entreprises vont chercher des fonds pour aller préparer leur ICO, donc vont chercher 400, 500, 600 000 euros, juste pour mettre en place la technique, le juridique, le comptable et le marketing de l'ICO, pour derrière aller chercher potentiellement plusieurs millions. Sachant que c'est une opération qui est extrêmement risquée. Des ICO, il y en a beaucoup. On est sur un phénomène d'investissement de masse, de foule. C'est-à-dire que si la sauce, la mayonnaise ne prend pas, l'ICO peut faire un flop complet. Donc aller chercher des fonds, aller chercher 400, 500, 600 000 euros pour financer une ICO, qui est quelque chose qui est quand même très aléatoire, on va dire, et effectivement extrêmement risqué. Donc c'est pour ça que c'est une forme de financement qui est très particulière. C'est pas quelque chose de simple. Là, on voit beaucoup effectivement tous ces ICO, toutes ces entreprises qui n'ont pas encore de produits et qui lèvent plusieurs millions, voire plusieurs milliards dans certains cas. Après, il faut voir aussi ce qu'on n'entend pas, c'est toutes ces entreprises qui échouent sur l'ICO. Au final, des entreprises qui existaient déjà ou pas, mais au final qui se brûlent complètement les ailes sur ce domaine. Donc voilà, donc effectivement, c'est très très coûteux de lancer son ICO. C'est un domaine qui est encore assez méconnu, donc avec des experts qui sont très très chers. Et voilà, c'est quelque chose qu'il faut faire avec attention. Pour la deuxième question, en fait, on applique la communauté, c'est-à-dire que la communauté, les investisseurs qui ont acheté des tokens chez nous, des ORI, ont le droit en fait à plus qu'une utilisation du service. C'est qu'ils ont aussi un droit de regard et un droit de parole, d'action, comme si c'était des actionnaires. Bon, ils ne possèdent pas vraiment d'actions, mais ils ont investi chez nous, donc nous on les considère en tant que tels. Donc on leur donne en fait le droit en avant-première de voir les produits, de connaître nos prospects, toutes les choses. On partage tout avec nos actionnaires et ils peuvent nous envoyer leur retour.
on a énormément de retours de la communauté qui font évoluer le produit, donc des retours fonctionnels sur le produit, mais aussi des retours commerciaux, des contenus marketing qui sont modifiés par la communauté, qui sont améliorés, qui sont traduits, même dans certains cas, dans d'autres langues. Donc on a une communauté qui est très active et qui nous aide au quotidien. Elle a très bien compris le fonctionnement de notre projet. Et du coup, elle nous aide parce qu'elle sait que de toute façon, au final, une communauté qui va nous aider, c'est aussi une communauté, c'est du gagnant-gagnant. C'est-à-dire que nous, si le projet fonctionne bien, le token qu'on a émis prendra de la valeur et c'est aussi cette communauté qui en récoltera les fruits. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important sur l'ICO. C'est bien, ça permet de lever des fonds, mais ça permet aussi d'avoir du conseil, d'avoir un nouveau canal de prospection, d'avoir un retour, d'avoir des testeurs. Voilà, c'est aussi on va dire le bon côté des choses. Quand on a réussi à faire cette ICO, il faut vraiment capitaliser sur cette communauté qui a été créée. Si moi j'utilisais les produits de Marketplace en tant qu'entreprise, quelle taille minimum que je devrais avoir pour que ça donne du sens? Et deuxièmement, dans quelle mesure le fait que les utilisateurs, ceux qui vont donner des avis, seront payés en crypto-monnaie, ne seront pas freinés à le faire parce qu'il y a encore un manque de compréhension des crypto-monnaies par des utilisateurs directs? Alors, on n'a pas de taille minimum d'entreprise. On va se placer sur une offre d'avis comme les concurrents du marché, à quelques dizaines, à quelques centaines d'euros par mois en fonction du nombre de commandes. Donc ça, il n'y a pas du tout de frein, c'est en fonction de la taille des vendeurs et des marketplaces en face. Pour les utilisateurs, simplement, en fait, après avoir passé leur commande, après avoir reçu leur produit, ils reçoivent, comme ce qui se fait actuellement, une demande d'avis. Et au moment de poster leur avis, ils peuvent soit le poster de façon classique, c'est-à-dire que leur avis n'est pas stocké dans une blockchain, et voilà, et on s'arrête là, voilà, l'avis est posté. Soit ils peuvent choisir de le poster en le signant en fait avec leur identité. C'est-à-dire que sur la blockchain, on a quelque chose qui s'appelle un wallet, un compte, en fait, un identifiant. Et on peut, en fait, c'est un identifiant unique qui permet d'avoir vraiment, par des moyens d'encryption, qui permet de valider à coup sûr que la personne qui a écrit le commentaire est la bonne personne, que ça n'a pas pu être modifié. Donc en fait, la personne peut choisir de poster son commentaire avec cet identifiant unique, le valider, le stocker dans la blockchain, et dans ce cas-là, elle recevra en récompense des ORI, donc des ORI qui peuvent ensuite être utilisés sur nos marketplaces, sur Galaxy Marketplace, ou alors qui peuvent être transformés par exemple en bons d'achat. Clément, votre entreprise Utocat est présente depuis, je pense, 2014. Vous avez quand même fait aussi déjà quelques levées de fonds. Vous en avez fait un récemment qui était assez conséquent. Vous avez levé des fonds par des banques d'investissement. BPI France a aussi participé. Quelles ont été les difficultés en termes de levée de fonds? On a vu les statistiques tout à l'heure. On voit que les fonds d'investissement sont demandeurs d'opportunités d'investir dans des fintechs, mais on entend souvent aussi les fonds dire ils ont beaucoup d'argent, mais ils sont très regardants sur le type de projet et notamment en termes de capacité à lever des fonds de montant plus élevés. Est-ce que les entreprises aujourd'hui en fintech sont sous-capitalisées? À quel niveau? Et quelles sont les difficultés en France pour lever des fonds pour une fintech? Donc, finalement, quand on lève des fonds, c'est un peu comme les ICO, il y a des phases préparatoires et il y a des phases de levée. On est à peu près dans les mêmes ratios, puisque nous, quand on lève des fonds, ça nous prend entre... la première fois, ça nous a pris environ 5 mois, et la deuxième fois, ça nous a pris environ 7 mois. Donc on est sur des timings similaires entre la préparation de la levée de fonds et puis le moment où on va vraiment lever des fonds. Donc il faut savoir un petit peu que chaque profil d'investisseur correspond à une étape du financement. Nous, on lève principalement auprès de Business Angel. Donc on a levé 500 000 € en 2016
Et cet été, nous avons levé 1,6 million. Donc, les business angels interviennent sur des levées de fonds très tôt. Donc, quand le modèle économique de l'entreprise n'est pas encore totalement sec, qu'il y a peut-être quelques preuves d'activité, mais qu'on est encore dans un profil de développement très risqué, ce sont les business angels qui vont s'intéresser à nos activités. Une fois que l'entreprise, ou les ICO à la limite, qui elles couvrent, on va dire, toute la palette de possibilités d'investissement. Sur des activités comme les nôtres qui commencent à générer des revenus, on peut avoir des fonds d'investissement qui peuvent intervenir dans le financement. Effectivement, les fonds d'investissement en ce moment sont très bien financés, mais il faut savoir qu'un fonds d'investissement va gérer un certain nombre de startups qui sera relativement fixe par rapport à la taille de son équipe. Donc, si un fonds d'investissement lève beaucoup d'argent, ça veut dire que le ticket moyen, donc la quantité d'argent qu'ils vont investir dans une startup va être plus grande. Donc ça pourrait être une bonne nouvelle, on peut se dire génial, on va pouvoir avoir un meilleur financement. Sauf que un financement correspond à un niveau de maturité. Donc les fonds étant tous beaucoup mieux financés désormais, vont tous attendre une maturité de l'entreprise plus forte qu'avant. Finalement, c'est une mauvaise nouvelle, puisque les fonds vont attendre de nous une maturité plus grande qu'auparavant. Donc c'est pour ça que la première levée de fonds, on l'a fait auprès d'un fonds d'investissement et plusieurs business angels, mais que ce tour-là a été fait principalement avec des business angels, BPI France et d'ailleurs la MEL qui a intervenu dans le tour de financement. Donc c'est ça un peu la différence. Par contre, les fintechs qui sont déjà plutôt bien financés et qui ont des arguments pour venir se développer davantage et avoir un meilleur financement, pour elles, c'est une excellente opportunité parce que les fonds sont mieux capitalisés et sont plus alignés avec leur maturité. D'où les chiffres explosifs qu'on a vus tout à l'heure, où le ticket moyen par investissement a beaucoup augmenté. Bien, c'est grâce à ça, c'est parce qu'on a beaucoup de startups qui sont plus matures et qui peuvent capter ce financement-là. Enfin, dans l'univers du financement, après, il y a d'autres étapes. Il y a des fonds qui sont là pour des étapes d'avancement plus matures encore. Mais nous, actuellement, nos deux startups n'en sont pas encore à ce stade de maturité. Et donc, en fait, il faut savoir qu'à chaque fois qu'on lève de l'argent, c'est de plus en plus compliqué. C'est-à-dire qu'au début, c'est un peu plus simple puisque on vend un potentiel à long terme. Et puis, on a assez peu de réalité opérationnelle, on a assez peu de clients, d'activités qui permettent de le prouver. Mais en fait, plus on avance dans notre stade de développement, et plus on va devoir prouver qu'on a avancé en fait par rapport à avant et que notre maturité augmente. Donc finalement, les critères de financement deviennent de plus en plus difficiles. Donc nous, dans notre stade de développement, on voit passer des dossiers d'investissement puisqu'on est un des opérateurs qui permet aux dossiers d'investissement de passer plus vite, on va dire, pour faire simple. Donc on travaille avec les sociétés de crowdfunding pour que leur dossier d'investissement arrive plus vite dans les banques, que ça respecte plus rapidement les critères pour que les banques puissent intervenir, à savoir ce qu'on parlait tout à l'heure, le KYC, toutes ces procédures qui font qu'on identifie qui investit, quel est le motif et d'où vient l'argent en fait. Donc ça, c'est des questions que les banques vont venir poser systématiquement. Donc avec notre plateforme, toutes ces opérations sont automatisées et on va, nous individus, pouvoir plus facilement participer à des opérations de financement, alors qu'avant c'était moins possible parce qu'on n'avait pas toutes ces connaissances et toute la réglementation qui était associée nous bloquait un peu la route. On ne pouvait pas investir parce qu'on ne savait pas qu'il y allait avoir des restrictions à l'investissement. Désormais, avec des solutions comme la nôtre, ça permet de rendre ce financement accessible à tous. Voilà, on a encore quelques minutes, 2-3 minutes. Donc, je vais poser une dernière question et je vais vous laisser chacun une minute pour répondre.
Toutes les deux entreprises ont été démarrées à Lille. On a vu tout à l'heure que la plupart des entreprises qui travaillent dans le blockchain sont localisées davantage à Paris et dans la région. Quel est l'avantage de la région par rapport à Paris pour vous qui avez fait le choix de vous positionner ici à Lille? Et quels sont les avantages d'être ici? Alors, Lille, Lille, nous, on est de Lille initialement et on a eu la chance de pouvoir rejoindre ce formidable incubateur qui est Aura Technologies. Donc naturellement, en fait, le choix, la question ne s'est pas posée entre partir à Lille ou à Paris, tout simplement parce qu'en fait, pour une ICO, Lille ou Paris, c'est la même chose, c'est la France. En fait, l'ICO, c'est quelque chose qui se fait au niveau mondial. Donc les investisseurs sont principalement étrangers. On va peut-être avoir 10%, 15% d'investisseurs français. Donc eux, ce qu'ils voient, c'est pas Lille, c'est pas Paris, c'est la France. Et ce qu'ils voient aussi, surtout, ce que la France a fait, on va dire, de très bien sur les points technologiques qui rayonnent à l'étranger, c'est le Pass French Tech, qui commence à être connu, qui commence à être très connu à l'international. Donc il faut surfer un petit peu sur la French Tech. Et il faut aussi profiter de la législation qui est en train d'être modifiée en France autour justement des ICO, les très bonnes recommandations de l'AMF, des recommandations de bon sens, logiques, voilà, mais qui vont dans le bon sens et qui font que la France n'est pas considérée comme un pays à la traîne sur les financements par ICO. Donc c'est plus, voilà, moi je mettrais plus en avant le fait qu'on ait une entreprise créée en France avant d'être une entreprise qui est à Lille ou à Paris. De notre côté, nous faisons également partie de Aura Technologies. Nous n'avons pas eu le plaisir d'intégrer Aura Technologies dans la phase d'incubation. Nous l'avons en fait rejoint directement dans sa phase d'accélération. Donc Aura Technologies aurait été notre accélérateur pour nos produits. Et nous, on trouve que la région a un vrai potentiel. Alors déjà, je vais commencer par le basique. Les mètres carrés de nos bureaux sont très peu cher par rapport à Paris. Donc on peut avoir des grandes surfaces pour un investissement qui est 2 à 3 fois moins coûteux que Paris. Pour être néanmoins dans une place comme Aura Technologies qui a un fort rayonnement international, national également bien sûr. Bon, le Pass French Tech, pardon, effectivement, donc on est lauréat nous également et ça nous aide beaucoup à nous développer. Bon, le Pass French Tech c'est la France, c'est pas forcément Aura Technologies. Après, nous avons des ingénieurs dans la région qui sont très bien formés. Nous avons une présence régionale qui est renforcée puisque nous sommes l'une des rares entreprises qui utilisons la technologie blockchain dans le Nord. Et donc, nous, on n'est pas perdu dans un bruit très grand qui se situe à Paris. Nous sommes parmi justement les rares entreprises à être dans la région et nous bénéficions de plus d'attention des acteurs régionaux et locaux, sachant que dans la région, je mets Londres et Bruxelles. C'est-à-dire qu'à Paris, on pense Paris-Île-de-France, à Lille, on pense Paris, Londres, Bruxelles. Et du coup, on a un pied plus ancré dans le monde que ne peut l'avoir nos collègues parisiens. Alors, non pas qu'ils n'y pensent pas, mais c'est juste qu'ici, c'est tout de suite un réflexe. On pense tout de suite aux voisins qui sont autour de nous. Et donc, c'est pour nous très important d'être dans un écosystème comme ici et ne pas aller à Paris parce que c'est là où on peut avoir le meilleur focus pour nos activités. Bien, je vous remercie. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci à Clément et Vincent pour ce témoignage. Cela clôture la conférence débat et je vous souhaite une bonne journée encore au salon. Merci.